Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, nous voilà un peu dans la dernière ligne droite donc, de ce cours. Après avoir passé en revue donc, les trois principaux éléments de l'apport de Ferdinand de Saussure à la linguistique, à savoir la mise en relief de le premier rapport, donc renvoie à la mise en relief, à la mise à jour de la dichotomie langue-parole en donnant la primauté à la langue sur la parole. Le deuxième apport consiste en l'approche de la langue de deux points de vue. Un point de vue donc historique, diachronique, et donc retraçant l'évolution de la langue à travers le temps, et une autre approche donc synchronique, consistant en l'approche donc de la langue à un moment, c'est-à-dire en mettant en relief l'état de langue à un moment donné donc de l'histoire. Et bien entendu, là encore, Ferdinand de Saussure a donné la primauté à la synchronie sur la diachronie. Le troisième apport est vraiment très conséquent. C'est celui donc de la langue est composée donc de signes, un système de signes linguistiques dont nous avons expliqué un peu la composition. Le signe linguistique étant composé de deux entités psychiques donc de nature linguistique, le concept ou le signifié et l'image acoustique ou le signifiant, donc dont la relation est arbitraire, et donc le signe linguistique renvoyant donc à une autre entité donc de nature extra-linguistique cette fois-ci, c'est l'objet ou les objets eux-mêmes auxquels renvoie donc le signe linguistique. Nous avons précisé par ailleurs que le référent peut être abstrait ou concret. Maintenant, nous en venons au dernier apport qui n'est pas l'un des moindres et qui va ouvrir la voie, donc qui va plutôt ouvrir bien des voies pour ce qui va devenir donc la linguistique post-saussurienne. Alors, le quatrième apport, donc ici, la langue est un système de signes. Donc, nous avons mis en évidence l'existence de signes linguistiques. Maintenant, ces signes sont organisés en systèmes, et c'est ce qui forme la langue. Alors, de même que les sons d'une langue se reconnaissent par leurs différences, là, nous avons des représentations donc, phonétiques, donc de signes linguistiques. Donc là, nous avons affaire à des signifiants. Donc aride, acide, avide, en changeant dans le même contexte linguistique un son. Donc là, j'ai mis des sons, je n'ai pas mis de phonème entre crochets. Donc le son change. Donc nous allons dire que ces sons, donc bien entendu dérivés de phonèmes, sont pertinents phonologiquement. Là, nous avons choisi la position intersyllabique, là en début de syllabe, et là en fin de syllabe pour ce troisième triplet, bac, bal et bar. Alors, de même que les sons d'une langue se reconnaissent par leurs différences, c'est donc re n'est pas intéressant en lui-même, d'accord, mais il est intéressant dans ce qui pourrait l'opposer aux autres éléments donc du système. Et là, vous allez voir qu'en matière de phonétique et phonologie, vous allez parler de paires minimales, etc., avec des paires comme te, de, pe, be, que, ge, se, ze, che, je, etc. De même que les sons se reconnaissent par leurs différences et oppositions, le son des unités signifiantes, parce que les sons ne sont pas signifiants, d'accord, ils peuvent jouer un rôle distinctif, donc ce sont des éléments de la deuxième articulation, mais pour ceux de la première articulation, c'est les signes linguistiques eux-mêmes. Donc, leur son se construit par opposition distinctive. Aride s'oppose à fertile, à tempéré, etc. Pour Ferdinand de Saussure, la langue est un système dont les éléments, c'est-à-dire les signes, ne sont pas intéressants eux-mêmes. Ils tirent leur valeur à travers leurs différences et oppositions dans le système. Donc la langue est en fin de compte une sorte de structure dont les éléments ne sont pas intéressants en eux-mêmes, mais dans les relations qu'ils peuvent tisser et avoir avec les autres éléments du système. Quand on touche à un élément de la structure, cela a un retentissement, un impact donc sur tous les éléments du système.
Donc par système de Saussure entend donc quelque chose comme interdépendance. Si l'on change un élément, comme je viens de dire de la langue, cela devrait avoir des conséquences sur le reste. Ici, la conception du signe linguistique comme élément d'un système permet d'introduire une notion fondamentale pour le structuralisme, la notion de valeur, que Saussure oppose à signification. Nous opposons la notion de valeur à celle de signification. Nous assumons avec Mechler et Hoechlin que selon que le terme, par exemple, là nous donnons un exemple illustratif, selon que le terme d'adresse, par exemple, mademoiselle, est employé ou non dans une communauté linguistique donnée, d'accord, la valeur du terme madame, donc qui est du même ordre, du même niveau, donc que nous pouvons comparer, donc c'est-à-dire madame, mademoiselle, monsieur, donc font tous partie donc d'un champ lexico-sémantique, donc des termes d'adresse par exemple. Donc la valeur du terme madame est très différente de celle de mademoiselle, et sans pour autant qu'il y ait un quelconque changement donc à la signification du signe, ni à son signifié, ni à son signifiant. Alors, mademoiselle est ce que madame n'est pas, ou tout à fait. Donc, il y a une similitude entre eux, ce sont les termes d'adresse, mais mademoiselle a une valeur qui ne saurait tirer qu'en se comparant à la valeur qu'aurait madame, qui elle-même se compare à mademoiselle et à d'autres signes de la même nature ou relevant du même champ lexico-sémantique. Donc les deux auteurs, Mechler et Hoechlin, donc soulignent que le signe linguistique tire en fin de compte sa valeur de l'ensemble de ses relations avec les autres membres du système. Alors un système au sens structuraliste est un ensemble homogène d'éléments dont chacun est déterminé négativement ou différentiellement par l'ensemble des rapports qu'il entretient avec les autres éléments. Si nous changeons un élément du système de la langue, cela devrait avoir des conséquences certaines sur tous les éléments du système. Vous allez voir de très près dans le cours de phonologie cette notion d'opposition différentielle, d'accord, entre les phonèmes et les sons, notamment quand vous aurez traité donc des traits pardon, donc des traits distinctifs donc des différents phonèmes. Et de la même manière, donc d'ailleurs, nous avons fait la même chose en lexicologie pour opposer les lexèmes aux autres, d'accord, sur la base d'une différenciation, en les comparant sur la base d'une différenciation, donc différenciation en matière donc de traits, de propriétés sémantiques, traits sémantiques, sème, etc. D'ailleurs, les lexicologues se sont largement inspirés des phonologues et des phonéticiens pour pouvoir donc analyser sémantiquement donc les unités lexicales faisant partie d'un champ lexico-sémantique. Donc c'est ce que nous appelons l'analyse componentielle ou sémantique. Alors, discussion donc de ce quatrième apport. Donc de Saussure, pour rappel, de Saussure n'a jamais utilisé le terme structuralisme. Pourtant, il est considéré de manière posthume par ses successeurs comme le père jusqu'ici connu du structuralisme. En effet, c'est bien son approche de la langue en tant que système ici étant l'un des principaux synonymes de structure. Donc, c'est bien son approche de la langue en tant que système qui lui a valu cette reconnaissance posthume. Donc, de Saussure n'a jamais utilisé le mot structuralisme, mais il a utilisé, ou structure, il a utilisé le mot système. Et donc, système est l'un, comme je viens de dire, est l'un des principaux synonymes donc, de structure. C'est ce qui lui a valu la reconnaissance des pères comme le père fondateur ou l'un des pères fondateurs jusqu'ici connus du structuralisme, du moins en linguistique.
Si la distinction entre la notion de valeur et de signification des signes linguistiques est essentielle dans la compréhension du système de la structure de la langue, c'est-à-dire du système ou bien de la structure, système c'est structure, de la langue, les relations entre les 10 éléments ne peuvent dépasser ce qui est offert par cette nouvelle vision, à savoir le véritable objet de la linguistique est l'étude interne et synchronique des systèmes de signes que constituent les états de langue. Donc, en d'autres termes, voilà ce que je vais m'expliquer. En d'autres termes, le sémantisme qui se dégage du signe linguistique, le sens que nous pourrions dégager d'un signe linguistique, relativement à une langue donnée. Il se voit réduire à sa dernière extrémité. D'accord? Puisque, là, je me situe au niveau du signifié. Rappelons que le signe linguistique, c'est la relation arbitraire, étroite, socialement contraignante entre un signifié et un signifiant. Signifié, donc, c'est-à-dire, c'est le concept, c'est l'idée qui se dégage, c'est le sens. Donc, c'est le sémantisme. C'est ce que De Saussure appelle la valeur et la signification. En d'autres termes, ce sémantisme, donc, qui se dégage d'un signe linguistique relativement à une langue donnée, se voit réduire à sa dernière extrémité, puisque la non-prise en considération de la parole, c'est-à-dire des situations réelles de production langagière, nous donne simplement, donc j'ai oublié quelque chose, accès au seul sens dénotatif. Donc, la dénotation renvoie en général, comme j'ai déjà expliqué, au sens littéral qu'un dictionnaire cherche à définir. Et nous prive de cette richesse sémantique que permet la connotation. La connotation, donc, concerne l'ensemble des sens figurés potentiels ou relativement à un contexte donné. Donc, c'est-à-dire, le signifié se compose d'un signe linguistique, se compose de la valeur de la signification. Or, pour ce qui est de la signification, nous avons accès simplement au sens dénotatif, parce que nous avons affaire avec la linguistique structurale, d'accord, à une approche des phénomènes langagiers qui sont décontextualisés. Et c'est-à-dire, nous ne nous intéressons pas à qui a produit, donc, c'est-à-dire qui est l'auteur de cette production langagière et à qui elle est destinée. D'accord? Nous ne savons rien, donc, des situations réelles de cette production langagière. Nous nous limitons simplement aux structures et aux formes, donc langagières. C'est d'ailleurs la linguistique structurale et par excellence fait partie de linguistique donc de code ou formel. Donc, c'est-à-dire qui ne s'intéresse qu'à la forme donc du langage, qu'aux formes langagières, abstraction faite de leur situation réelle donc de production. Donc là, le sémantisme est réduit à la seule dénotation, alors que la connotation que nous pouvons tirer que du contexte donc a été donc mise de côté. Donc c'est pour cela que nous disons que le sémantisme donc du signe linguistique se voit réduire à sa dernière extrémité. Donc rappelez-vous, c'est ce à quoi j'ai essayé de faire allusion tout à l'heure dans l'ancienne vidéo quand je parlais de synchronie et de diachronie. Je vous disais que là, quand on synchronie renvoie un peu à un cliché que nous prenons de quelque chose de fluctuant qu'est la langue, donc à un certain moment de l'histoire, et c'est-à-dire c'est un subterfuge méthodologique pour considérer que la langue est assez stable pour pouvoir l'étudier. Et donc ce sont des linguistiques formelles, et j'ai dit que ce sont des images figées, et qu'au contraire, donc parce que nous sommes dans le domaine des linguistiques formelles, et qu'au contraire, donc c'est grâce donc aux linguistiques de communication que nous pouvons en fin de compte avoir des images vivantes donc des langues, de la langue avec grand L. Donc c'est ce qui est symbolisé par une caméra. Donc, c'est-à-dire caméra, donc il y a le mouvement, il n'y a plus de figement. Linguistique de communication, là nous sommes dans
le domaine donc, de la sociolinguistique par exemple. Alors, donc j'ai passé donc ce niveau-là. Donc, toutes les limites que nous avons soulignées relativement aux 4 principaux apports de Ferdinand de Saussure à la linguistique donc, vont stimuler d'autres chercheurs pour proposer de nouvelles visions, de nouveaux courants, de nouvelles écoles post-saussuriennes qui ont de toute manière fait avancer les recherches relativement aux sciences du langage. Je n'ai plus le temps pour tout traiter, donc au risque de vous encombrer avec des cours qui sont déjà assez lourds car n'ayant pas pu avoir l'interaction donc adéquate avec donc tous les étudiants et donc je l'ai dit donc au début du cours donc d'un autre cours que l'outil informatique n'étant pas démocratisé, encore moins la connexion au réseau internet national avec les différents opérateurs, donc j'essaie de faire de mon mieux pour vous passer certains messages. Et nous avons créé donc un groupe Facebook, la maison du sociolinguiste, et un autre similaire sur WhatsApp, aussi avec la maison du sociolinguiste, à la différence que cette deuxième appellation, au lieu de maison, nous avons remplacé maison par l'icône, par l'image maison. Je reste donc à votre disposition pour interagir du mieux que nous pouvons. Et donc je vous souhaite un bon déconfinement et à très bientôt. Tous les biens du monde, bon courage et au plaisir de nous retrouver le plus rapidement possible. Merci beaucoup.